Geoffroy Roux de Bézieux est notre invité ce matin, président du MEDEF. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On a beaucoup entendu les syndicats de salariés, on a moins entendu le patronat. Ce matin, vous êtes avec nous pour nous parler évidemment de cette réforme des retraites, mais pas que de la réforme des retraites, parce que je vais beaucoup vous parler de l'emploi des seniors. Les deux sont liés. Et les deux sont liés, évidemment. Alors, vous dites, il ne faut pas retirer cette réforme des retraites. Pourquoi ? Le paradoxe, c'est qu'on n'était pas, nous, demandeurs de cette réforme. La réforme à points, c'est une vieille idée de la CFDT. Oui. Maintenant, il y a eu une élection en 2017, c'était dans le programme du président de la République, donc le président de la République propose cette réforme. Il faut essayer de la faire le mieux possible, en préservant d'un côté l'équilibre des comptes, et de l'autre, une forme de justice. Et c'est quand même une réforme qui est très redistributive, on oublie de le dire, mais quand on met les retraites minimum à 1 000 € pour des agriculteurs, pour des indépendants, pour des artisans... On brandit toujours l'exemple de l'agriculteur, c'est très bien, moi je suis très content pour mais ils sont à 700 € aujourd'hui, hein. Oui, non mais on est bien d'accord, mais il y a des incompréhensions de la part de toutes celles et ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. D'abord, celles et ceux qui nous écoutent et nous regardent nous disent et pensent qu'ils vont devoir travailler plus longtemps. Et ils ne savent pas s'ils toucheront une pension équivalente à celle qu'ils toucheraient avec le système actuel. Voilà deux problèmes majeurs. Alors, est-ce que dans l'avenir, on devra travailler plus longtemps ? Oui ou non ? Oui, je pense que la réponse, elle est oui. Elle est oui, pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est la démographie. La seule chose dont on est sûr, c'est le nombre de personnes qui seront à la retraite dans 10, 20 ou 30 ans, puisque c'est des gens qui travaillent aujourd'hui. La chose dont on n'est pas sûr, c'est le nombre de personnes qui travailleront pour payer leur retraite. Juste un petit rappel, en 45, on a choisi d'avoir un système par répartition à 100%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est les gens qui travaillent qui payent pour les gens qui sont à la retraite. Et en fait, c'est une comptabilité assez simple. Il faut que les Français comprennent ça. Hein. C'est vraiment une comptabilité de, pardon l'expression, de ménagère. C'est chaque année combien j'ai de recettes, c'est-à-dire combien j'ai de cotisations qui viennent de ceux qui travaillent, et combien j'ai de dépenses, combien j'ai de retraités. Et là, il y a pas 36 solutions, il y avait 1,5 ou 1,6, pardon, il y avait 4 actifs pour un retraité en 45, il y en a aujourd'hui 1,5, 1,6, et demain il y aura 1,4. Donc, il faut travailler un peu plus longtemps, c'est ce qu'ont fait tous les autres pays. Bon, on peut augmenter les cotisations, on peut baisser les pensions, et on peut travailler plus longtemps. Vous avez raison, Vous préférez allonger la durée du temps de travail. Je pense. Sur la vie. Mais je vais vous dire pourquoi, très simplement. D'abord, je vais quand même rappeler une chose, c'est pas mon projet. Non, mais d'accord. C'est le projet du gouvernement. Vous adhérez à ce projet. Mais on s'y intéresse. Non, c'est pas qu'on y adhère, c'est que maintenant qu'il est sur la table, il faut le mettre, il faut qu'il soit équilibré. Et vous le défendez maintenant. Non, mais ne me faites pas le directeur de la communication du gouvernement. Attendez, ça n'est pas mon métier. Je suis pas la directeur de communication, je suis là. Est-ce que vous défendez ce projet ? Je défends l'idée que maintenant que le projet est sur la table, il faut qu'il soit équilibré et juste. C'est pas tout à fait la même chose. Encore une fois, on n'était pas demandeurs. Nous, les salariés du privé, on gère la retraite des salariés du privé avec la CFDT d'ailleurs. On a fait des efforts en 2015, le régime est équilibré, il a des réserves. Les indépendants, les avocats, les médecins, etc. ont des réserves, régime équilibré. Le problème, c'était la fonction publique. Bon, encore une fois, les Français ont voté en 2007 pour un régime universel. Donc, il faut bien acter le choix démocratique qui a été fait et voir comment on équilibre. Oui. Alors, je reviens à la question que vous avez posée. Il faut travailler plus longtemps. Oui, il faut le faire de manière progressive et de manière juste, et en prenant en compte aussi, effectivement, c'est ce que demandent les syndicats, et ça je peux l'entendre, il ne faut pas que ça soit aveugle, pour reprendre l'expression de l'âge pivot, l'âge d'équilibre, 64 ans, c'est un peu aveugle. Oui ou non ? On peut le moduler en fonction de la durée de cotisation. Par exemple, les gens, vous savez qu'aujourd'hui, si vous avez commencé à travailler avant 20 ans, vous avez 5 trimestres avant 20 ans, vous pouvez partir plus tôt, ça peut être une piste. On peut aussi prendre en compte les travaux pénibles, enfin les conditions de pénibilité. Donc, il n'a pas besoin d'être aveugle. Mais au final, et ça, il faut dire la vérité aux Français, comme tous les autres pays autour de nous, il faudra travailler un peu plus longtemps. Geoffroy Roux de Bézieux, je vais revenir sur cet âge pivot. Vous avez rencontré le Premier ministre hier, qui est ferme
dans ses choix. Le président de la République, lui, l'est peut-être un peu moins. Lui pense qu'il est possible de négocier, d'avancer justement autour de cet âge pivot. Est-ce que vous sentez une petite dissension entre les deux discours? Comme j'ai pas vu le président de la République, je ne peux pas vous répondre. Je ne suis pas dans l'antichambre de l'Élysée. Qu'attendez-vous cet après-midi du Premier ministre qui va tous vous réunir, vous, syndicats salariés, syndicats du patronat? Vous y serez d'ailleurs. Qu'attendez-vous? Bien sûr. Nous, on attend ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, c'est-à-dire qu'ils décrivent les contours de la négociation possible. Je pense qu'il y a une marge de manœuvre. Il y a une marge de manœuvre là aujourd'hui. Sur l'âge d'équilibre, mais à condition que les syndicats, en tout cas les syndicats réformistes, ceux qui sont dans CFDT, UNSA, CFTC, forme de contradiction. On est pour la réforme, mais on veut pas avoir l'âge d'équilibre. Quand même, juste en 2 mots, pour essayer de simplifier les choses pour vos éditeurs, cette réforme, elle coûte pas mal d'argent. Parce qu'évidemment, quand on donne, alors on a parlé des 1 000 euros, mais quand on donne la pension de réversion, par exemple, garantie à 70%, ce qui est probablement juste, ça coûte forcément quelque chose. Donc il y a les dépenses d'un côté. Il faut quand même qu'on parle des recettes. Sinon, j'entends Laurent Berger dire on le fera plus tard. Mais si vous voulez, à un moment, on va faire comme on a fait en France depuis toujours. C'est-à-dire, on fait les dépenses et puis les recettes, c'est les autres qui paieront. Les recettes de Laurent Berger, c'est d'augmenter les cotisations. Alors, on n'en a pas parlé. Je crois que c'est une mauvaise idée pour 2 raisons. La première, c'est que les cotisations, elles sont payées par les employeurs, mais aussi par les salariés à 40%. Et augmenter les cotisations, ça veut dire baisser la feuille de paye. Je suis pas sûr que les gens qui manifestent aujourd'hui, ou d'ailleurs l'ensemble des salariés, soient d'accord. Et la deuxième chose, c'est que vous le savez, depuis 4 ans et demi, 5 ans maintenant, on a baissé le coût du travail avec le CICE et il s'est créé 1 million d'emplois. Alors comment faire? Je pense simplement qu'il faut que progressivement, on travaille un peu plus longtemps en n'étant pas aveugle dans la mesure d'âge d'équilibre. Oui, dans la mesure. Pas aveugle, c'est-à-dire qu'on négocie sur non, mais on peut adapter, sur l'âge d'entrée. On peut adapter au parcours individuel. Au parcours individuel, oui. C'est vrai que quelqu'un qui a commencé à travailler avant 20 ans, c'est peut-être pas 64 ans. Donc c'est ça qu'il faut qu'on négocie. Et puis, autre inquiétude des Français, c'est le montant de la pension. Alors, est-ce que le montant de la pension sera égal à celui que j'aurais touché avec le système actuel? Alors là, c'est une question très importante et je pense pas qu'il y ait une réponse très simple. Je vais dire pourquoi. Parce que ça va dépendre du nombre de gens qui travaillent et notamment du taux de chômage. Donc on continue à faire baisser le chômage parce que s'il n'y a pas assez d'actifs pour payer, à un moment il y aura un problème. Bon. Mais de l'autre côté, je vois des banderoles là de la CGT qui disent retraite à point, retraite en moins. Mais ça fait presque 50 ans que Agirc Arrco, c'est un système à point pour le privé. Jamais le point n'a baissé. Retraite complémentaire, je le précise, pour le privé. Donc ça touche quand même 18 millions de salariés. Hein, c'est pas un petit système marginal, c'est pas juste une profession, etc. Donc le système à point ne veut pas dire systématiquement, comme je l'ai lu ou entendu, baisse des retraites. Mais simplement, il faut qu'on arrive à faire baisser le chômage en France pour qu'il y ait plus d'actifs. Alors, d'une certaine manière, juste pour finir là-dessus, si on avait 3% de chômage comme les Allemands, on n'aurait probablement pas besoin de mettre l'âge pivot ou de mettre un âge d'équilibre. Les Allemands sont à 67 ans. Parce qu'ils ont un problème de démographie. Oui. Qu'on n'a pas nous. Que nous n'avons pas. C'est le paradoxe de ce pays, c'est que on fait des enfants. Enfin, on en fait plus en tout cas que les Allemands. Donc on pourrait travailler un peu moins longtemps si on arrivait à mettre le chômage à 3%. Agirc Arrco, très bien, c'est équilibré, c'est co-géré. C'est co-géré. C'est co-géré par les syndicats salariés et patronat. On est bien d'accord. On est d'accord. C'est pas contrôlé par le Parlement, Agirc Arrco. Alors que le futur système sera co-géré par les syndicats, salariés, patronat, mais aussi sous le contrôle du Parlement. C'est là où le bas blesse, peut-être, non? Mais même par l'État, en fait. Mais même par l'État. Avant le Parlement. C'est l'État qui va imposer peut-être la valeur du point, ou peut-être... Vous me reposez une question. Je vais me reposer la question à moi-même. Alors, allez-y. À partir du moment où il y a le régime universel, malheureusement, je le regrette, mais on n'a pas le choix. Moi, j'aurais préféré, si on vient en arrière, avoir 3 régimes. Un régime fonctionnaire, un régime indépendant, un régime salarié du privé. Et chacun gère et cotise et paye ses cotisations. Ça n'est pas le choix qu'a fait Emmanuel Macron, je vous le rappelle, et pas le choix qu'ont fait les Français en 2017. Ils ont voté. Donc à partir du moment où c'est un régime universel, l'État employeur est autour de la table. On ne peut pas faire autrement. L'emploi des seniors. Alors, on va y venir parce que le taux d'emploi des 55-64 ans en France est de 52,3%. Le taux d'emploi des 60-64 ans est de 31% seulement. Je même 29, vous voyez. Même 29. De nombreuses entreprises se séparent avec des ruptures conventionnelles, par exemple, de leurs salariés âgés. Que faire contre cela? Alors,
Première chose, c'est un vrai problème, et je l'ai dit depuis le début de cette réforme. Nous, il faut qu'on soit au rendez-vous quand la réforme des retraites sera votée sur l'emploi des seniors. Parce que oui, vous avez raison, il y a des entreprises qui, comme vous le dites, se séparent des seniors. Maintenant, il faut regarder bien les chiffres. Le premier point, c'est que le taux d'emploi 55-60 ans est maintenant au-dessus de la moyenne européenne. C'est-à-dire que, et alors qu'il était en dessous il y a 10 ans. Donc on a fait l'effort. Il y a eu une réforme. Sur 55-60, au moment d'ailleurs où le gouvernement Sarkozy, en 2010, met la retraite à 62 ans. Oui. Le problème, c'est la partie 60-65 ans. Et là, les chiffres, c'est pas pour faire une querelle de chiffres, mais il y a un point à retenir, c'est qu'il y a la moitié des Français dans cette tranche d'âge-là qui sont déjà à la retraite avec les carrières longues et la pénibilité. Oui. C'est-à-dire qu'on est sur 400 000 personnes, non, mais en fait. Mais... Donc le taux, il faut le ramener. C'est pas 29 sur 100, c'est 29 sur 60. Je comprends. Pas tout à fait pareil. Sauf que ceux qui ont du boulot, ils sont souvent en CDD ou en temps partiel. Geoffroy Roux de Bézieux. Non, pas forcément. Non, mais par contre, c'est vrai qu'ils sont souvent au chômage. Et puis rupture conventionnelle. Pourquoi ? Parce que les entreprises les mettent en pré-retraite. C'est une façon de les mettre en pré-retraite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Là, il y a un point de convergence d'ailleurs avec la CFDT qui est travailler sur ce qu'on appelle la retraite progressive, c'est-à-dire en gros un mélange de temps partiel et de retraite. Vous touchez une partie de votre retraite, je prends un exemple très concret, vous travaillez 50% du temps, vous touchez 50% de votre salaire et vous touchez sur le reste 50% de votre retraite. Aujourd'hui, ça existe, c'est assez compliqué, c'est interdit au cadre. D'abord, on ne sait pas pourquoi, enfin au cadre au forfait jour en tout cas. Oui. C'est assez compliqué et il y a un petit delta financier puisque le retraité, enfin le demi-retraité, si j'ose dire, il perd en pouvoir d'achat puisque sa retraite est en dessous de son salaire. Je pense que c'est là-dessus qu'on doit pouvoir travailler avec une partie effort des entreprises qui doivent le faire et probablement une partie effort de l'État. Oui. Et là, parce que moi je pense qu'une retraite ça se prépare. Qu'on n'a pas forcément envie de travailler autant entre 60 et 65 ans que quand on a moins de 60 ans. Donc ça, on doit pouvoir y travailler. Est-ce que derrière cette réforme des retraites par points se cache une retraite par répartition ? Est-ce que c'est une manière par capitalisation ? Est-ce que c'est une manière d'inciter les salariés à prendre une assurance vie ou je ne sais trop quel produit financier ? Sauf au-dessus de 120 000 euros par an. Oui. Vous savez que, c'est important pour nos auditeurs, il y a, enfin vos auditeurs, pardon, 120 000 euros, au-delà de 100 000 euros, ça concerne peu de monde, 300 000 personnes. Il y aura une cotisation en fait, qui est un impôt, mais pas de droit en face. Oui, pas de droit. Donc, au-delà de 120 000 euros, il est probable que, c'est des cadres supérieurs, prendront effectivement une retraite complémentaire ou une assurance vie ou un équivalent. Mais c'est quand même très minoritaire. Le reste, c'est-à-dire 65 millions moins 300 000, enfin le reste des Français, eux, ça sera la retraite par répartition qu'on connaît depuis 45. Les actifs payent pour les retraités. Les jeunes payent, les jeunes. Ouais. Donc les jeunes jusqu'à 65 ans payent pour les retraités. Est-ce que le climat social se dégrade en France ? Oui. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que quand on regarde le nombre de jours de grève, etc., dans le privé, ça baisse depuis 50 ans. Et aujourd'hui, le taux de grévistes dans le privé, en ce moment, est très faible. Très faible. Très faible. On n'a pas les chiffres en temps réel, mais très faible. Mais on voit quand même des violences, qui datent pas d'ailleurs, c'est pas ces manifestations-là, on voit bien que... C'est quoi les violences ? C'est les coupures de courant sauvage comme ça, mais ça date pas. C'est quoi les blocages de raffineries ou c'est ça la violence là. Mais regardez les gilets jaunes. Il y a eu quand même des violences, des tensions dans le corps social, et on voit ça partout dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un effet déformateur des réseaux sociaux qui fait que pour une protestation fonctionne, il faut qu'il y ait des images sur YouTube ou sur les réseaux sociaux qui soient des images violentes, et je le regrette, pourquoi évidemment. Pourquoi est-ce qu'il y a ces violences ? Peut-être parce que la répartition des richesses n'est pas bonne. Alors, on va parler d'inégalité. On parlait d'inégalité. La hausse du SMIC, j'ai vu 15 euros par mois. 1,2%, l'inflation ça vous paraît dérisoire ou pas ? Bien sûr que c'est pas assez, mais est-ce qu'on peut faire plus ? Probablement non. Le problème, il est quoi ? Je vous signale juste que les salaires du privé ont augmenté de plus de 2% l'année dernière. Enfin, en 2019. Non, 1,6 en 2019. Alors, écoutez, pouvoir d'achat, c'est le pouvoir d'achat. Bon, oui, c'est pas les salaires. Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir d'achat. Vous avez raison, mais les employeurs... 1,6. Oui, les employeurs regardent le salaire. Mais moi, je regarde le pouvoir d'achat. Vous avez raison. Non, mais vous avez raison. Bon. Alors, 1,6, évidemment, c'est pas mirifique. Et puis, en plus, c'est plus compliqué dans les métropoles et dans les grandes villes où la vie est beaucoup plus chère. Mais les entreprises ont joué leur rôle
elles ont renvoyé l'ascenseur, elles ont augmenté ça, elles ont versé la fameuse prime, que tout le monde appelle prime Macron, mais que moi j'appelle prime patron. Hein. Il y a eu quand même pratiquement 50% des entreprises. Surtout les TPE et les PME. Mais oui. Mais plus que les très grandes entreprises. Pareil, à peu près. Pareil. Oui, sauf que les PME ont versé plus que les très grandes entreprises en moyenne. À peu près pareil. Non, c'est un peu plus de 100 € de plus. J'ai regardé tous les chiffres. Bon, on n'a pas forcément les mêmes, mais ce qui est très différent, c'est que d'habitude, dans les primes précédentes qu'il y a eu, les petites boîtes ne les versaient pas. Alors cette année, justement... Cette année, moi, je me désole, je vais vous dire, parce qu'on avait un système qui marchait. Oui. Unilatéral, sans charge, sans complications. Et en France, quand on a un truc qui marche, qu'est-ce qu'on fait, Jean-Jacques Bourdin ? On le change, évidemment. Parce qu'il y a l'administration de Bercy qui a mis son grappin là-dessus, qui a dit, non, mais il y a une perte. Le truc, c'est compliqué à comprendre, c'est une perte d'opportunité. C'est-à-dire, les charges sociales que vous n'avez pas payées, si vous aviez versé la prime, vous les auriez payées. Oui, mais on n'aurait pas versé la prime. Oui. Donc, j'ai très peur que, malheureusement, en janvier, au premier trimestre 2020, cette prime... patron, ou cette prime Macron, soit versée beaucoup moins et uniquement par les grandes. Et vous le regrettez. Bien sûr. Et vous le regrettez, vous demandez au gouvernement de revenir au système. Je vois Bruno Le Maire ce soir, je lui redemanderai en lui disant... Gardons le système qui marche. On a un truc qui a fonctionné, comme vous l'avez dit très justement, qui a fonctionné partout. Les petites boîtes, le patron il dit quoi ? Il regarde sa caisse. C'est aussi simple que ça. Il regarde le cash qu'il y a, l'argent qu'il y a dans sa caisse à la fin de l'année. Et il dit cette année j'ai fait une bonne année, je peux payer. Alors, je vais donc comparer deux chiffres. Je sais qu'en économie, ça paraît stupide, mais dans l'esprit de nos auditeurs ou téléspectateurs, c'est pas stupide. Le SMIC qui augmente, comme vous l'avez dit, de 1,3%. On est bien d'accord, de 15 €. Et pendant ce temps-là, la bourse qui a progressé de 26% depuis le mois de janvier. Elle a fait moins 10 l'année dernière. Oui. Enfin, elle a fait 26 plus 26 depuis janvier. Non mais oui, et ce sont deux chiffres, vous avez raison, qui ne se comparent pas. La question, si vous voulez, c'est que le SMIC il baisse jamais, et heureusement d'ailleurs, et les salaires ils baissent jamais. Quand on est actionnaire, il faut accepter qu'on prend des risques, que ça monte de temps en temps, et que ça baisse, et qu'il y a des entreprises qui se cassent la gueule. Il y a une notion de risque, et donc forcément, quand ça monte plus. Oui, ça monte plus. Est-ce que les richesses sont bien redistribuées dans notre pays, franchement ? Alors. D'abord, elles sont plus redistribuées que partout ailleurs. Oui. Vous le savez, on est le pays, disons de l'OCDE, où le niveau d'inégalité est le plus faible. Maintenant, la question peut être posée, c'est-à-dire que même, est-ce qu'avec le système fiscal qu'on a, est-ce qu'un niveau d'inégalité de 1 à 6 à peu près, entre les 10% les plus riches et les 10% les moins riches, c'est juste. C'est difficile à dire, parce que c'est un jugement un peu moral, et que chacun peut avoir sa vie, son avis. Par contre, il y a une chose qui fonctionne pas dans le pays, et ça a été très bien démontré par l'OCDE, c'est ce qu'on appelle les inégalités de destin. C'est-à-dire qu'en France, quand vous naissez, pas forcément dans une banlieue, mais aussi dans une petite ville, votre chance, votre espérance de progresser dans la société est beaucoup plus faible qu'ailleurs. Et je le dis, l'entreprise, c'est un des derniers endroits, pas toutes, où on peut démarrer sans diplôme et progresser. Il y a l'armée, il reste l'armée, mais moi je pense que nous, entreprise, on a vraiment un très gros boulot à faire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une espèce de barrière de diplôme qui fait que quand on arrive, qu'on n'a pas eu la chance de faire des études, ça devient compliqué de progresser dans la société. Est-ce qu'il faut cesser la grève ? Est-ce que vous demandez... Oui, je crois qu'il faut faire une trêve de Noël, pour deux raisons. D'abord parce que nos salariés, en particulier en région parisienne, pour dire les vérités, parce que c'est là où c'est vraiment dur, n'en peuvent plus. Moi, je vois même dans les couloirs du MEDEF des gens qui ils sont crevés, ils en ont marre, ils sont fatigués. Et puis, il commence à y avoir, notamment dans le commerce, dans la restauration, dans le transport, j'ai vu TLF, l'organisation syndicale, et le fret, le TLF qui est l'organisation, les transporteurs, qui commencent à avoir des vraies difficultés économiques. Et comme ça vient après les gilets jaunes, notamment dans le commerce, il y a des gens qui n'ont pas fini de payer l'étalement des charges qui avait été accordé au mois de décembre dernier, des petits commerces en fait, essentiellement, qui se retrouvent là avec de nouveau un moins 30, moins 40, donc c'est la faillite garantie. Vous avez déjà chiffré le coût de la grève ou non, pas ? Non, c'est très difficile. C'est impossible. Enfin, si, on peut le faire après, mais là, mais moi, ce que je crains, si vous voulez, c'est pas la macroéconomie, parce que c'est quand même concentré dans certaines villes, c'est juste la faillite de commerçants qui bossent qui bossent énormément et qui se retrouvent acculés, ils peuvent plus payer. Alors, Geoffroy Roux de Bézieux, j'ai une dernière question. On compare souvent la France à l'Allemagne. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'économie française se porte mieux
que l'économie allemande. Oui, objectivement, oui. Ça n'a pas été le cas pendant 20 ans. Oui. Là, l'Allemagne, comme vous savez, est à 0 à peu près. Donc, il souffre. Maintenant, l'Allemagne, c'est comme un taux de chômage à 3%. Oui. Donc, on a encore des progrès. Merci, Geoffroy Roux de Bézieux, d'être venu nous voir, président du MEDEF, 8h53, RMC BFM TV.